Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action. Le thème du jour est le fonctionnement d'un catalyseur territorial. Alors juste en introduction, de rappeler que le réseau des pionniers des alliances en territoire, c'est 350 acteurs territoriaux. Ce réseau s'est créé en 2014 pour partager des pratiques entre pairs, des pratiques des catalyseurs territoriaux. Alors ces catalyseurs territoriaux, ce sont des tiers de confiance qui permettent de croiser différents écosystèmes et de parler à des mondes différents, de créer des liens, que ce soit entre le monde académique, le monde associatif, le monde de l'entreprise, le monde public. Et donc, ce générateur de liens permet de féconder ensuite le territoire en matière d'alliance. On le verra tout à l'heure, les catalyseurs sont issus de profils très divers, que ce soit les acteurs académiques, des acteurs publics, des acteurs associatifs et même des acteurs économiques. Et donc, ce réseau, c'est un réseau de 350 pairs qui viennent de profils et d'univers différents, et dont l'objectif pour tous, c'est de servir leur territoire. Alors, la mission du réseau, c'est d'abord, la vocation, c'est de promouvoir et de soutenir les pratiques de ces catalyseurs. Et le réseau a 3 missions, c'est d'animer les membres et de valoriser leur rôle. C'est d'apporter une plateforme, des services et des outils complémentaires, et puis c'est d'impliquer le réseau dans des programmes de recherche et des programmes d'action. Et il y a 2 grandes actions qui sont très importantes pour partager les pratiques, qui permettent aux catalyseurs de partager leurs pratiques. D'abord, chaque année, on organise des rencontres entre catalyseurs, donc depuis 2015. La prochaine, c'est le 12 juillet, donc retenez ça dans vos agendas. Et puis la deuxième grande action, c'est tout ce qui tourne autour de la plateforme L'innovation territoriale en action, qui est une plateforme pédagogique qui propose des ressources numériques et qui est animée par une série de webinaires. Alors justement, pour ces webinaires, on vous présente ici le cycle 2021, il y en aura 5. Il y en a déjà eu un le 30 mars qui avait pour thème les métiers de la catalyse territoriale. Aujourd'hui, on va s'attacher à comprendre comment fonctionne un catalyseur. Le 31 août, on abordera la question des modèles socio-économiques. Le 28 octobre, des interactions entre les territoires. Et enfin, on terminera le 16 décembre avec les modèles de gouvernance d'un catalyseur territorial. Alors, pour aujourd'hui, ce que l'on vous propose, 4 thèmes. Le premier, ça sera quand même de revenir sur ce qu'on a retenu du premier webinaire, donc du 30 mars dernier. Ensuite, on s'attachera vraiment à essayer de comprendre ce qu'est un catalyseur et son fonctionnement au travers de 2 portraits de catalyseurs, Vie au carré et le catalyseur de Toulouse. Et puis, on abordera les différents outils et services qui sont proposés avec nous, la Banque des territoires, Je veux aider et Pousse. Et puis, on terminera, comme la dernière fois, sur les grandes dates à retenir dans les prochains mois. Alors, pour revenir à ce qu'on s'est dit lors du premier webinaire, d'abord de rappeler que la catalyse territoriale, c'est une ingénierie du lien. Elle est en émergence depuis une petite dizaine d'années. Elle est très complémentaire de 2 autres ingénieries qui existent sur les territoires. L'ingénierie de gestion, c'est qui permet de gérer des équipements, des infrastructures et qui est portée par des collectivités. L'ingénierie de management de projets territoriaux et donc cette fameuse ingénierie de catalyse territoriale qui permet, grâce à l'interconnaissance qu'elle crée, de mettre en place toutes les conditions qui vont permettre aux organisations de pouvoir coopérer pour répondre à un besoin de territoire. Et ce qui est très intéressant dans la catalyse territoriale, c'est qu'elle va permettre de mettre en valeur les complémentarités des écosystèmes et des acteurs locaux. Alors, comme le disait l'une des coprésidentes du réseau, Frédéric Marquet, lors du premier webinaire, c'est que le catalyseur, c'est un maillon. C'est celui qui va permettre entre les écosystèmes de parler, de s'appeler mutuellement, il fait le lien. Ensuite, c'est un maillon qui est polyglotte. Ça veut dire que pour permettre à tous ces acteurs de se rencontrer de façon collective, il va falloir qu'ils parlent plusieurs langues. La langue de l'acteur public, la langue de l'acteur privé, de l'acteur académique, et donc il est polyglotte. Et puis, dernier point qui est aussi très important à avoir en tête, c'est que comme il comprend la complémentarité de tout le monde, il est en capacité de valoriser leurs actions et de valoriser toutes les alliances qui vont être générées grâce à cette interconnaissance. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que le catalyseur, cette catalyse peut se matérialiser par 4 métiers complémentaires. L'organisation du dialogue territorial, l'expérimentation collective, l'accompagnement, la gestion d'un lieu. Et selon les territoires, ces 4 métiers peuvent être portés soit par un même acteur, ou alors par des acteurs différents qui vont piloter un ou plusieurs de ces métiers. Autre point, et on va le voir aujourd'hui, c'est que ces catalyseurs sont issus de profils très différents. Il y a l'acteur académique avec le catalyseur dont on va parler tout à l'heure. Il y a aussi des acteurs publics comme le PETR du Grand Clermont, Paris-Est, Marne-et-Bois. Il y a les acteurs privés, les acteurs associatifs. Voilà, toute une diversité, une richesse de profils
qui s'explique par les spécificités du territoire. En fonction des écosystèmes qui existent, les profils de catalyseurs ne sont pas forcément identiques. Et donc, pour illustrer cette diversité et la richesse que ça apporte, on a voulu vous présenter une expérimentation qui est menée en partenariat avec la Fondation RTE et le Rameau en Massif central. Et cette expérimentation, elle a pour objectif d'expérimenter une dynamique collective, de catalyse collective pour le développement territorial en Massif central. Et comme vous le voyez dans ce slide, il y a 4 catalyseurs qui sont impliqués au profil très différents. AgroParisTech, un acteur académique. Il y a Maceo, qui est une agence de développement. Acteur public avec le PETR du Grand Clermont, et enfin l'acteur de l'ESS qui est représenté par Onalca. Donc vous voyez des catalyseurs qui sont très différents, qui ont aussi des positionnements très complémentaires, et c'est grâce à cette complémentarité qu'on va pouvoir expérimenter, rechercher comment on va pouvoir capter et répondre finalement à la diversité des besoins et des écosystèmes locaux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette premiers enseignements du premier webinaire, mais peut-être prendre un peu de mise en perspective avec vous, Charles Benoît Durand. Merci beaucoup, Élodie. Alors oui, effectivement, intéressant dans le contexte actuel de voir à quel point, finalement, ces catalyseurs territoriaux et leur diversité n'a jamais été autant d'actualité. 3 éléments, 3 dimensions nous permettent d'en prendre la mesure. Une dimension d'abord plus politique avec les politiques publiques de relance, et nous pouvons citer notamment les travaux qui ont été menés avec l'ANPP sur le kit de l'élaboration des projets territoires dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique, dont vous savez qu'ils sont aujourd'hui le cœur du dialogue et du débat entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre des politiques de relance. Et on voit bien que finalement prendre le temps pour un territoire de pouvoir construire le projet qui va émerger suite à cette situation de crise que nous avons tous connue est un élément complètement déterminant. Et dans la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales, cette dynamique du passage par le projet de territoire est un élément déterminant. Le deuxième angle qui nous invite à oser les territoires, c'est cette reconnaissance des alliances d'intérêt général qui a notamment été le fruit de la mission ministérielle conduite durant 18 mois pour accélérer les partenariats entre associations, entreprises et collectivités territoriales, co-présidée par la députée Cathy Racombouzon et moi-même, et dont nous venons tout juste de faire le bilan 1 an après le début de la feuille de route qui a été mise en place, des avancées tout à fait significatives que l'on peut retrouver. Et puis, 3e élément, plus opérationnel, ce sont les évolutions des leviers structurels pour justement faire alliance, pour jouer collectif, et en particulier pour prendre les territoires comme cette base de travail commune pour pouvoir inventer à la fois des leviers de rebond face à la crise, mais aussi plus structurellement des solutions par rapport aux objectifs de développement durable, par rapport aux enjeux structurants auxquels nous sommes confrontés. Et 3 leviers, finalement, ont largement avancé depuis 1 an, qui contribuent à la demande qu'avaient fait les catalyseurs territoriaux lors de la 6e rencontre du 8 juillet dernier. D'une part, d'avoir le droit de le faire et de pouvoir finalement favoriser ces alliances d'intérêt général, dont on sait qu'elles sont juridiquement complexes, et la proposition de loi déposée par la députée Cathy Racombouzon en février dernier est un élément bien évidemment de réponse pour pouvoir donner à voir finalement la dimension juridique nécessaire à ces alliances. Le deuxième élément, c'est le nerf de la guerre, doit-on dire, la question du financement de cette ingénierie. Et vous savez sans doute qu'a été lancé lors du 3e dîner élus et entreprises le 23 novembre dernier, le fonds ODD 17, dont la 3e vague d'investissement dans l'ingénierie territoriale a été faite le 20 mai dernier, pour justement faire la preuve, par exemple, de la valeur que produit l'investissement dans l'ingénierie d'alliance. Et on sait tous que c'est très important d'investir dans cette ingénierie de proximité. Et puis le 3e élément, c'est finalement la puissance que la capitalisation numérique permet d'avoir. Et
les travaux qui ont été menés, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale sur le site et l'espace Alliance et Territoire, ont montré combien il y avait une attente de la part des territoires, tout acteurs confondus, pour justement être informés, formés et avoir les outils pour pouvoir rentrer dans cette dynamique-là. Et donc, la plateforme Le BD d'initiative pratique, qui sera lancée le 12 juillet prochain à l'occasion de la 7e rencontre, sera l'occasion de mettre en valeur la diversité des données, outils, compétences nécessaires, et donc, bien évidemment, de mettre en valeur le rôle de ces catalyseurs territoriaux qui sont finalement les architectes locaux de cette capacité à jouer collectif en France. Voilà, oser les territoires, c'est bien aujourd'hui la question majeure que nous avons pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des avancées significatives depuis un an et une écoute entendue du rôle des catalyseurs territoriaux. Merci Charles Benoît. Alors, pour concrétiser finalement ce qu'est un catalyseur territorial et comment il fonctionne, on a la chance d'avoir 2 exemples aujourd'hui qui vont illustrer comment fonctionne un catalyseur. Ville au carré, qui est issu d'un centre de ressources et politiques publiques, et comme vous le voyez, qui se positionne sur les trois métiers complémentaires, le dialogue territorial, l'expérimentation collective et l'accompagnement. D'ailleurs, Ville au carré se définit comme un coach territorial. Et puis avec nous également, le catalyseur, qui est un tiers-lieu académique qui provient de l'université Paul Sabatier de Toulouse, qui évidemment est dans la fonction de gestion de lieu, mais qui bien sûr articule d'autres métiers comme l'accompagnement ou les expérimentations collectives. Donc 2 retours d'expérience qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne un catalyseur et comment il se positionne. Alors pour introduire et commencer ces illustrations, on va voir le témoignage de Cécile Dublanche, qui est directrice de Ville au carré. Malheureusement, Cécile n'a pas pu être avec nous, mais elle nous a fait un témoignage qui est enregistré. Et pour dire que Ville au carré, c'est un catalyseur qui se situe au niveau de la région, donc région Centre-Val de Loire, mais je vais arrêter de parler et je vais laisser le film de Cécile. Bonjour. Alors, Ville au carré, c'est une association qui a été fondée en 2007 en région Centre-Val de Loire, qui sert de centre de ressources et d'innovation territoriale pour les acteurs publics et privés qui veulent agir sur les territoires. Nous disons que notre mission, en 2 mots, en faisant du coaching territorial, c'est une idée que nous avons imaginée pour expliquer une multitude d'activités qui concourent tout de même chaque fois à rendre les villes plus inclusives, plus fraternelles et durables. Nos principales activités, en fait, se recouvrent sous trois missions. D'une part, nous voulons travailler la question des alliances pour pouvoir avancer ensemble. Ville au carré, c'est, je vous l'expliquerai tout à l'heure, une petite structure qui est surtout connectée avec beaucoup d'autres. Et donc, nous sommes vraiment au cœur des alliances du développement territorial. Pour cela, nous produisons des ressources et puis nous capitalisons les ressources des acteurs, des initiatives que nous pouvons voir, parce qu'il faut une base de connaissances pour comprendre les territoires et les systèmes d'acteurs des territoires. Et enfin, nous allons rechercher collectivement, du coup, dans le cadre des alliances et sur la base de nos connaissances, des solutions nouvelles pour agir, sur la base aussi d'expériences qui peuvent nous inspirer, mais on sait qu'il faut toujours quand même réinventer localement et donc plutôt s'adapter à la situation locale. Donc on est à la fois sur des alliances, des ressources et des innovations. Donc ces 3 champs d'intervention sont déclinés sur 4 domaines d'intervention. La première, la plus historique pour nous, c'est la question de la politique de la ville, et nous faisons partie du réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Nous travaillons aussi sur les dynamiques citoyennes, inspirées par la politique de la ville qui a toujours mis en valeur la nécessité de travailler avec les habitants, et nous avons développé une expertise sur ces questions de participation citoyenne.
Depuis quelques temps, nous travaillons aussi sur les centralités, très spécialisées sur les villes petites et moyennes, qui correspondent tout à fait à la nécessité pour le territoire de la région Centre-Val de Loire. Et donc maintenant, c'est dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Et plus récemment, et de manière tout à fait passionnante, nous intervenons aussi sur les démarches territoriales de transition dans le cadre d'une mission régionale, de réseau régional des acteurs territoriaux que nous a confié la région Centre-Val de Loire dans le cadre d'un groupement. À travers ces 4 domaines d'intervention, nous intervenons d'une manière toujours qui va rassembler la question du système des acteurs, et nous sommes au cœur de plusieurs systèmes d'acteurs parce que nous travaillons sur plusieurs sujets. Donc, sur le système d'acteurs, déjà, nous travaillerons avec des élus, des professionnels, des associations, des opérateurs et tous ceux qui font acteurs sur les territoires. Mais on va travailler avec les différents sujets, les questions de l'éducation, les questions de l'emploi, de l'égalité femmes-hommes, de l'habitat, de la rénovation urbaine, des questions maintenant de climat ou de pauvreté. Donc, on va trouver sur une multitude de sujets et on a cette spécialité de connaître les différents systèmes d'acteurs par ces différents sujets. Et enfin, nous sommes donc spécialisés maintenant sur les différentes échelles territoriales, que ce soit donc l'infralocal avec les quartiers de la politique de la ville, les villes, les EPCI, les intercommunalités maintenant, voire les métropoles, qui ont vraiment des territoires ruraux au sein même de leur territoire. Et puis, donc, nous travaillons maintenant aussi avec les différentes ruralités. Alors, nous avons mis au cœur de notre fonctionnement cette notion qui nous est très chère, c'est la coopération. Et comme disent nos amis de l'Instercop, nous considérons que c'est par la coopération que nous pouvons faire une œuvre commune. Donc, c'est d'abord au sein d'une petite équipe, 6 personnes, que nous travaillons toujours en mode projet, très connectés, bien entendu, au bureau et au conseil d'administration de notre gouvernance. Et là, c'est le cœur de notre organisation. Nous avons ensuite le réseau de nos partenaires et financeurs qui sont réunis d'ailleurs dans un comité des financeurs. Et là, je peux remercier l'État, le conseil régional, la Banque des territoires et puis tous nos adhérents qui sont des collectivités, donc les villes, les EPCI, et puis quelques associations, les 2 universités de notre région Centre-Val de Loire et l'Union sociale pour l'habitat, et puis Action Logement Service. Voilà, donc pour dire un peu nos partenaires. Et ensuite, nous travaillons dans chaque sujet que je décrivais tout à l'heure par réseau d'acteurs. Et donc, du coup, nous allons animer le réseau des chefs de projet de la politique de la ville, les réseaux des chefs de projet qui sont sur Action Cœur de Ville, d'autres qui sont sur les sujets de la médiation sociale, le réseau des conseils citoyens. Et donc, on travaille chaque fois, à travers les différents métiers et pour permettre à ces différents métiers de se croiser et de mieux travailler ensemble. Donc, on a plusieurs cercles ou on peut dire peut-être plusieurs clubs thématiques avec lesquels nous travaillons et donc nous pouvons développer les différentes expertises. Ces expertises sont elles-mêmes connectées à plusieurs experts, que ce soit des chercheurs, puisque les 2 universités de Tours et Orléans sont adhérentes et puis sont constitutives de Ville au Carré, des chercheurs ou des consultants avec lesquels on va aller chercher des spécialisations. On pourrait dire que l'équipe est un très bon niveau de généraliste, mais vraiment une expertise de généraliste. Et puis après, nous allons chercher du coup des experts que nous avons repérés par notre veille, par nos lectures, par les différentes années passées à travers cette mission tout à fait passionnante de Centre Ressources. Et nous sommes connectés après à d'autres réseaux nationaux. Et du coup, je salue d'autant volontiers le réseau des pionniers en alliance qui a été fondé par le Rameau. Et nous sommes très heureux d'y participer, d'y contribuer. Cela nous a fait rencontrer d'autres catalyseurs territoriaux et du coup de pouvoir échanger nous-mêmes sur nos métiers comme nous
nous aidons les autres à échanger sur leur métier. Et le réseau, on va dire, le plus historique pour Ville au Carré, le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, puisqu'il y a 19 centres de ressources, dont 4 en Outre-mer, qui travaillent de la même manière sur la question de la politique de la ville. Et donc là, nous avons un espace d'échange et de vision nationale de ce qui se fait dans les différents quartiers. Nous pouvons échanger, travailler ensemble. Et depuis quelque temps, nous animons des clubs thématiques où on va se retrouver entre directeurs, chargés de mission, infodoc, de manière très, très intéressante. Et donc, moi, j'ai co-créé le club, par exemple, sur l'égalité femmes-hommes et sur la transition écologique dans les quartiers. Alors, le numérique, en fait, ça a été vraiment constitutif à notre centre de ressources. J'ai eu deux experts pour m'aider à monter ce centre de ressources il y a 12 ans maintenant. D'une part, un chercheur en ingénierie de la documentation qui faisait partie du CNRS, et Jacques Quentin, qui nous a vraiment aidé à passer d'un centre de ressources papier, comme ça se faisait à l'époque, à un centre de ressources numériques, et surtout à constituer une bibliothèque en ligne qui s'appelle COSOTER, pour cohésion sociale et territoriale, à plusieurs centres de ressources. Donc on a commencé à 3, nous sommes 11 maintenant, et c'est un centre quand même qui recouvre plus de 20 000 notices, 20 000 ressources sur ces questions de cohésion sociale et territoriale. Et ce qui est passionnant, c'est d'arriver à alimenter à distance, à plusieurs, et puis du coup d'échanger dans un réseau d'info-documentalistes. Et puis, deuxième parrain, si on peut dire, Jean-Louis Schaff, qui nous a initié dès le départ aux pratiques collaboratives du numérique. Alors, on s'appuie sur la suite Google, Google Non-Profit, pour les organisations. Et du coup, on a une capacité depuis le début à coopérer, à travailler du coup à distance, maintenant à utiliser les chats, les salons, les dossiers partagés, d'avoir des plateformes numériques à la demande selon nos différents réseaux d'acteurs. Et ça, nous avons appris, donc il y a 10 ans, c'était plutôt nouveau, et ça nous a appris, je pense aussi, à coopérer parce qu'on avait les outils qui nous permettaient de le faire. Et ça a été un vrai choix de ne pas être vraiment une structure dans les murs et d'être plutôt une structure qui pouvait être nomade et pouvait télétravailler, d'autant qu'au début on travaillait aussi en région centre, mais aussi en Poitou-Charentes, donc ça faisait très loin. Et on a été bien content quand même quand il y a eu, alors pas content bien sûr de cette pandémie, mais on a été en capacité en tout cas de rebondir très très rapidement puisqu'on était déjà équipés pour pouvoir télétravailler et continuer la vie de l'équipe à distance et renouveler complètement notre programme de travail, comme tout le monde d'ailleurs maintenant, avec des actions numériques. Mais on a peut-être été moins déstabilisés que d'autres qui découvraient en plus le numérique au moment de la pandémie. Alors, le fil rouge de tout ça, c'est que d'une part, nous sommes, je pense, passionnés par l'ingénierie territoriale et ce que nous aimons, c'est aider tous ceux qui veulent rentrer dans cette démarche d'ingénierie territoriale à travailler plus rapidement, plus facilement, encore mieux que s'ils étaient tout seuls, chacun dans leur coin. Parce que nous mettons vraiment la question de la coopération au cœur de notre mission et donc nous aidons chacun à pouvoir coopérer dans son propre environnement. Et nous sommes pour cela dans une démarche agile. Alors c'est un peu le mot récurrent maintenant, mais on l'a testé dès le début justement parce qu'on avait été dans une démarche très numérique. Et je pense que cette capacité à travailler avec plein de réseaux, sur plein de sujets, plein de territoires, c'est ce qui fonde notre légitimité, qui est assise aussi sur quand même 12 ans d'expérience et de travail dans la région. Donc nous connaissons bien ces territoires, nous connaissons bien les différents acteurs et donc c'est aussi ce qui nous caractérise, ce qui nous permet de travailler donc à la fois à distance et vraiment en proximité. Et on a découvert que même en numérique, on pouvait être dans la proximité parce que on retrouve des personnes que nous connaissons et puis nous avons hâte de les retrouver en présentiel. Mais en attendant, on a quand même été assez impressionnés de voir comment on pouvait quand même vraiment continuer à travailler en restant proche de chacun tout en étant à distance. Des fois, peut-être qu'on peut être pas si proche, même quand on se voit beaucoup, si on n'a pas un esprit pour travailler ensemble.
Alors, en bref, Ville au Carré, c'est une équipe de catalyseurs territoriaux en région Centre-Val de Loire pour celles et ceux qui cherchent des solutions créatives pour relever les défis des fractures sociales et territoriales. Bonjour. Alors, Ville au Carré, c'est une association qui est... Bon, voilà, il y a eu une petite coupure, mais c'était terminé de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et le film sera à nouveau disponible sur la plateforme L'innovation territoriale en action d'ici demain. Ça me laisse l'opportunité maintenant de donner la parole à Éric Marchadier, qui est directeur du tiers-lieu académique Le Catalyseur de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Éric, c'est à toi pour présenter le Catalyseur. Bonjour à toutes et à tous. Merci Elodie. Je vais partager mon écran et aller sur la présentation que vous devriez voir, je pense, à présent. C'est le cas. Voilà. Parfait. Parfait. Merci encore au Rameau d'être à même d'organiser ce type d'événement et au travail énorme que vous faites pour capitaliser évidemment tous ces savoir-faire autour de la catalyse territoriale. Alors juste quelques mots sur le catalyseur. Donc comme vous l'avez compris, c'est un outil académique. Un petit rappel sur notre université qui s'appelle Paul Sabatier. On est basé à Toulouse, donc le sud-ouest de la région Occitanie. C'est une université qui est une grande université avec une quarantaine de milliers d'étudiants, 4600 personnels sur site et des sujets très différents à traiter, mais qui tournent autour du métier scientifique, donc depuis la santé, en passant au milieu par les IUT, et puis toutes les composantes scientifiques comme les maths, physique, chimie, biologie, informatique, voilà. Donc, une assez grande université qui a décidé il y a quelques années de passer à une vitesse accélérée en matière d'entrepreneuriat. Et l'objet de ma présentation, justement, c'est de vous faire un résumé très succinct sur ce qu'est le catalyseur à Toulouse. Alors, le contexte déjà est très important à rappeler. C'est un constat qui est finalement amer, c'est qu'on ne crée pas assez d'emplois en France. Et justement, il y a un besoin très clair d'une passerelle, d'un lien entre les formations académiques et les activités entrepreneuriales, puisque quelque part, on est en train de former des employés de demain et on est en train de former aussi la moelle qui va permettre en France et au niveau international demain de fabriquer de l'emploi, de la valeur et créer des entreprises avec de l'innovation. Donc la deuxième chose, c'est il faut acculturer à l'innovation et à la créativité. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, c'est le moteur finalement de développement de la vie. À travers ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, donc qui est la capacité d'une entreprise à être innovante et à générer de la valeur pour elle, mais aussi pour les autres. Et l'entrepreneuriat, qui est la capacité finalement qu'on peut imaginer de créer des entreprises à partir du moment où on a envie de le faire, on a des choses innovantes à mettre sur le marché. Et donc ouvrir vers le monde des entreprises. La deuxième chose, évidemment, est faite. La troisième, il faut créer des synergies sur le campus entre les différents porteurs de projets et le monde extérieur. Je vous l'ai dit, c'est une grande université. C'est pas aussi simple qu'on le croit dans un territoire et même dans une université de créer du lien. Et ça, tout le monde le sait. D'où l'intérêt d'ailleurs des activités menées évidemment par le Rameau. Le ministère, si on retient en fait les objectifs clés qui datent de quelques années en arrière, il disait il faut arriver à former 1% de nos étudiants autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire 1% de nos étudiants devraient créer des entreprises en France. On sait tous que c'est pas suffisant et on sait aujourd'hui d'ailleurs que ça augmente régulièrement. La dernière chose que je voudrais indiquer dans le contexte, c'est que, et on le sait tous aussi, 80% de nos étudiants, c'est des enquêtes internationales qui nous disent ça, ceux qui vont être diplômés parmi ces étudiants-là, ils vont travailler dans les 10 prochaines années, c'est ce qui est écrit là, sur des métiers qui n'existent pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la digitalisation qu'a évoqué aussi Cécile Dublanche, la capacité de développer rapidement des métiers avec l'amélioration des processus, avec l'optimisation du digital, va encore accélérer le besoin d'être innovant et de créer des entreprises.
Voilà pour le constat. Dans le domaine de l'Occitanie, on a un deuxième point à traiter qui commence à rentrer dans la problématique de la catalyse territoriale, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, on prend vraiment le territoire de l'Occitanie, vous le voyez, c'est une des premières régions de France pour la R&D hors Île-de-France et pour la création d'entreprises. Et il y a un problème chez nous qui est très particulier à traiter, qu'on voit aussi ailleurs, c'est qu'il y a 35 000 patrons d'entreprises, de petites entreprises qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que si on ne reprend pas ces entreprises-là d'ici quelques années, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Et vous voyez que la région Occitanie, qui est nos donneurs d'ordre, a chiffré en gros à 80 000 emplois perdus si les entreprises ne sont pas reprises. Donc, dans ce territoire, et là je vais parler un peu occitan, ça va faire sourire Charles Benoît, Quesaco le catalyseur. Donc, qu'est-ce que c'est le catalyseur? Donc, c'est un pré-incubateur universitaire, vous le voyez. Alors, un pré-incubateur qui est intégré dans son environnement académique, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est un tiers-lieu dans lequel on va faire collaborer, vous le voyez, la recherche, la formation, dans une dynamique d'insertion professionnelle, tout ça étant lié fortement parce que le but, finalement, c'est de former les jeunes qui vont devenir vos employés de demain, avec des acteurs académiques, avec des entrepreneurs, des entreprises, l'apport du monde extérieur, et également en partie basse sur ce transparent. Donc, vous voyez, incubateur et pépinière. Alors, on n'est pas hégémonique, hein. À un moment donné, dans le travail qu'on peut faire, et que je vais vous expliquer un petit peu après, avec nos étudiants, on est obligé de s'interfacer fatalement avec des incubateurs qui sont des structures beaucoup plus outillées que nous pour accélérer le développement de la création des entreprises et en particulier à partir de la levée de fonds. Donc voilà, le catalyseur, intégration dans un monde socio-économique et dans un monde universitaire, au carrefour de la formation et de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est le catalyseur? Le Quesaco, c'est un lauréat national d'un plan d'investissement d'avenir, un projet d'investissement d'avenir qui a été démarré entre 2015 et 2016. Il y a 5 fondateurs, notre université qui est le chef de file, l'INSA qui est l'école nationale des sciences appliquées à Toulouse, l'école d'ingénieurs, l'UFTMIB qui est notre communauté universitaire locale, le CRUS que vous connaissez, Centre régional des œuvres universitaires, et Sciences Animation qui est une structure locale, qui est une association très très connue localement pour diffuser la culture scientifique et technique. Donc 5 fondateurs, 2 opérateurs principaux, la Caisse des dépôts au titre de l'État et la région Occitanie au titre de plusieurs appels à projets qu'on a gagnés avec leur confiance et qui nous ont permis de nous développer largement. Et vous le voyez ici, beaucoup de partenaires publics-privés en mécénat. Je vais pas détailler tous les logos que vous voyez effectivement sur ce transparent, mais il y a des belles sociétés qui nous ont apporté leur concours, on va y revenir tout de suite après, et qui essentiellement sont intéressées par le projet du catalyseur parce qu'elles veulent mettre leurs compétences à notre service et qu'en retour, quelque part, l'objectif de ces entreprises-là, c'est de pouvoir recruter les meilleurs étudiants pour faire leurs employés de demain. Quelles sont nos missions et nos objectifs? Donc, le premier, c'est sensibiliser, former, accompagner toutes nos cibles. On va revenir dessus. Être un tiers-lieu, un pré-incubateur ouvert, c'est-à-dire un endroit où il fait bon vivre. On a plusieurs structures, Fab Lab, un showroom, des bureaux, des espaces de coworking, un espace de convivialité qui va permettre d'accueillir les étudiants et les personnels pour travailler autour de l'entrepreneuriat et d'innovation. On est là pour accompagner les étudiants dans tous les projets d'entreprise, pendant leur formation ou en dehors de leur formation. Et on est là, évidemment, pour constituer aussi un lieu d'échange avec des experts très divers. On appelle ça la pluridisciplinarité qui fait la force, justement, de cette coopération qu'a aussi mis en avant tout à l'heure, vous l'avez vu, Ville au Carré. Bénéficier de retours d'expérience de la part des entreprises qui nous aident et être enfin, vous l'avez compris, un environnement dynamique qui est propice à tout ce qu'on peut développer autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Quelles sont nos cibles? On va les chercher assez tôt dans la chronologie, puisqu'il nous arrive d'aller nous promener dans les lycées en Occitanie pour porter la bonne parole et expliquer qu'à l'université, on développe aujourd'hui l'entrepreneuriat, par exemple, et l'innovation. Bien sûr, les étudiants sont nos cibles en majorité, et pas que les étudiants de notre université, mais les étudiants de la communauté universitaire locale, ce qui montre déjà l'intérêt de contractualiser des accords au niveau territorial. Les néodiplômés sont des étudiants qui ont été diplômés jusqu'à il y a 3 ans, qu'on accompagne,
les doctorants, qui sont une partie des étudiants qui ont candidaté pour aller un peu plus loin que les autres dans la recherche, et les personnels académiques. On en a à peu près 10% chez nous qui sont incubés au catalyseur. Ce sont des gens qui sont des enseignants-chercheurs et qui ont envie de développer, à travers leur savoir-faire, des entreprises pour aller vers le monde socio-économique. Et ensuite, les entreprises et acteurs du monde socio-économique qui sont nos partenaires et qu'on peut aussi accompagner parce qu'on a développé beaucoup de savoir-faire. Nous avons développé une offre de services. Donc, nous avons 6 lignes de services qui couvrent nos missions de base, depuis la sensibilisation à l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat, jusqu'à la formation. Alors, la sensibilisation, c'est quelques heures. La formation, ça va jusqu'à des cursus de type 30, 40, 50 heures et plus. L'accompagnement de nos étudiants à la création d'entreprises. Et évidemment, pour les étudiants, ces 3 fonctions-là sont gratuites puisque c'est notre mission de service public. On organise également beaucoup d'événements. On met à disposition une logistique et on a développé une offre de service qui nous permet de vendre de l'expertise et du conseil, ce qui rentre aussi dans un modèle économique. Nous, on a un challenge véritable, c'est de suivre la masse énorme d'étudiants qui arrivent chez nous et qui ont envie de plus en plus de créer ces entreprises. Vous voyez juste ici la force de cette évolution, puisque en 2016-2017, qui était la première année 2016 de création du catalyseur, on avait 29 étudiants porteurs de projets inscrits au catalyseur. On est à 131, on était à 131 il y a quelques jours en arrière, quand j'ai développé cette présentation pour vous. Le nombre de projets est parti de 17, on est à 69. Le nombre cumulé de startups, il y en avait 7 au début, on a plus de 60 startups qui ont été créées et qui tournent toujours aujourd'hui dans leur activité respective. On a organisé beaucoup d'événements, vous le voyez, on a formé beaucoup d'étudiants de plus en plus en cumulé depuis notre origine. Donc, il y a un vrai challenge de la montée en puissance, comment assumer la montée en puissance par rapport à la demande. Alors, on en vient à l'équipe, comment on est organisé. On a monté, je reprends aussi, et je valide complètement le discours de Cécile Dublanche. On a bien sûr une organisation avec une direction, un vice-président qui est en charge de la politique de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans l'université. Je m'occupe de diriger la structure. On a un directeur adjoint qui appartient à une école qui est l'INSA, donc pas notre université. On a mis en place un coordinateur qui centralise toutes les activités et qui les organise. Et on a mis en place, vous le voyez, des spécialistes par domaine pour l'accompagnement des startups, pour l'ingénierie pédagogique et de formation qui nous prend énormément de temps et de plus en plus. On a des spécialistes qui sont chargés de l'animation et de la gestion des événements. Et on a des spécialistes de communication. On a une chargée de communication. Et évidemment, on ne peut pas l'oublier, quelqu'un qui s'occupe de toute la partie administrative et financière, puisque à travers notre activité, un modèle économique, on est évidemment enclin à avoir des mouvements financiers à gérer. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, avant la conclusion et le retour d'expérience globale, c'est que finalement, on a intégré dans cet écosystème de 2 façons. La première façon, c'est au niveau territorial, puisque notre université a des sites décentralisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'établir des liens avec les structures décentralisées, ces sites-là, à la fois pour diffuser notre offre de services, mais également pour aller plus loin dans le développement des startups. On a également des liens avec l'intégration d'écosystèmes de création des entreprises, en particulier avec les fameux incubateurs que vous voyez en violet et les pépinières en vert, qui sont des outils avec lesquels on va partenariser pour accélérer le développement de nos startups. Là, je fais un petit zoom quelques secondes pour dire qu'on a mis au point une manière de contractualiser la relation avec toutes ces structures économiques à travers du mécénat de compétences. Ce qui est très intéressant par cette activité-là, qui est jumelée avec celle d'une fondation universitaire que nous avons au sein de Paul Sabatier, c'est qu'on peut travailler contractuellement avec des partenaires qui viennent mettre à disposition du savoir-faire de leur part, d'experts, à la fois pour organiser des retours d'expérience, travailler dans des afterworks qu'on organise chez nous ou des événements divers et variés, voire même intervenir dans les formations et montrer l'intérêt que ça peut avoir à ces acteurs du territoire d'intervenir dans un monde universitaire. Premièrement, le retour pour les personnes qui sont intervenues chez nous, il est extraordinaire parce qu'elles veulent toutes revenir et refaire la même chose l'année d'après. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté valorisation de l'individu. Et il y a une deuxième chose qui est très intéressante, c'est que c'est un moyen aussi de repérer des étudiants qu'on a envie d'avoir dans notre entreprise plus tard ou d'intégrer comme alternants, par exemple, ou stagiaires.
Et enfin, pour l'université, vous l'imaginez, c'est la capacité d'avoir vraiment des experts sur le domaine qui viennent vraiment de façon très facile témoigner de leur parcours et mettre en avant finalement leur expérience professionnelle. J'en arrive à la synthèse, alors j'ai appelé ça les 10 commandements. Parce que je trouvais intéressant de trouver 10 points qui étaient pour moi les plus importants sur le retour d'expérience du catalyseur. Donc, le premier, je dirais qu'un point très important sur ce type d'activité, c'est prévoir et budgéter le projet immobilier avant le début des activités. Très, très important parce que les projets immobiliers sont générateurs de volumes financiers forts et également de délais de mise en œuvre puisque ce sont des projets qui se font à plusieurs années. Et on a souffert un petit peu au démarrage de notre activité de ce défaut-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de planifié à l'avance. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument créer un catalogue de services avec de la valeur ajoutée, ce qui permet effectivement de tout de suite pouvoir amener du concret au niveau du terrain. Avoir un modèle économique viable pour assurer la pérennité, c'est notre vie au quotidien. Comment faire pour pérenniser cette structure, qui est une belle structure aujourd'hui avec une douzaine d'agents qui nous aident à la faire fonctionner. Procéder par touches successives et par prototypage. Alors, faut pas tout vouloir manger du premier coup, mais utiliser plutôt un effet boule de neige, c'est-à-dire on fait quelque chose qui marche bien dans l'offre de service, on le montre, on le valorise et les gens viennent vous voir derrière pour vous demander de continuer. Et c'est une manière de rentrer, à mon avis, dans les territoires. Convaincre par l'exemple, donc vraiment être très concret. Les 5 derniers, faire du pratico-pratique et du cousu humain. Alors nous, on a vraiment prôné au niveau du catalyseur un accompagnement totalement personnalisé, qui nous prend du temps pour nos start-upers, mais qui fait leur force derrière. C'est-à-dire que quand on peut accompagner quelqu'un de 3 ans, on garantit la survie des entreprises pendant le fameux tunnel de la mort, là, qui est généralement les premières années. Et donc cet accompagnement cousu humain est vraiment indispensable. S'entourer d'une équipe d'experts motivés, je l'ai dit tout à l'heure, alors ça c'est très important, et puis les garder aussi sur la structure. Il est hors de question d'avoir du turnover quand on forme des gens pendant 6 mois, 1 an, pour arriver à avoir un niveau de compétence nécessaire pour qu'ils accomplissent correctement leur mission. L'accompagner, cette équipe-là, et la former bien sûr. Communiquer sur les savoir-faire, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et le dernier point, c'est évidemment, et on est en train de s'y atteler plus fortement depuis 2 ans, essayer de mesurer les retours et analyser la satisfaction de nos usagers et de nos partenaires extérieurs sur nos activités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je serai à votre disposition pour des questions si vous en avez ultérieurement. Merci Eric. Et puis pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Alors ça permet de faire une synthèse et de montrer finalement, grâce aux 2 témoignages de Cécile et d'Eric, que les catalyseurs territoriaux sont vraiment au croisement d'une diversité d'écosystèmes. On l'a vu avec les collectivités territoriales, les investisseurs, qu'ils soient publics, privés, les acteurs académiques locaux, les institutions, les entreprises et puis bien sûr les fondations, les associations, les habitants pour pouvoir faciliter leur mobilisation et puis bien sûr les porteurs de projets. Donc ils sont au cœur de ces écosystèmes pour leur permettre de dialoguer et c'est ce dialogue qui va permettre finalement de générer de la confiance et d'être générateur de projets au service du territoire. Alors pour continuer, parce que je vois que l'heure passe très vite, on souhaitait vous présenter aujourd'hui aussi une palette d'outils et de services qui sont utiles pour les catalyseurs et notamment pour accompagner les territoires. Le dernier webinaire en mars, on vous avait présenté 2 outils, le Mapping Action et Idealco, qui sont des outils qui permettent aux catalyseurs de collaborer et d'interagir entre eux. Et puis, il y a d'autres services aussi, ressources, qui permettent plus globalement d'accompagner les territoires. On avait parlé la dernière fois de l'Observatoire des partenariats. Et aujourd'hui, on souhaitait vous présenter 3 solutions qui sont au service des territoires. La plateforme numérique Je veux aider qui va faciliter l'engagement des personnes. La plateforme Pouce qui est portée par Initiative Entreprise et qui va aider à orienter vers des accompagnateurs locaux. Et puis l'offre qui est proposée par la Banque des territoires pour appuyer les démarches d'entrepreneuriat de territoire. Donc 3 solutions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, je laisse la parole à Valentin Brel, responsable du déploiement collectivité pour Je veux aider.gouv. Valentin, c'est à vous. Merci Elodie, et puis merci au Rameau de ce partenariat et de cette participation de je veux aider.gouv.fr. Donc moi je découvre progressivement avec nos échanges cette initiative des catalyseurs territoriaux. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi je vois que j'ai des petits problèmes de connexion. Ah, je vois que je suis pas le seul en fait. Parfait, très bien.
Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment. Donc, je découvre avec plaisir cette initiative qui me semble très positive et qui retrouve pas mal nos valeurs chez jeveuxaider.gouv.fr, de transversalité un peu de l'action publique. Donc, je vais vous présenter que c'est justement un outil qui est à la jonction entre la vie sur le territoire, entre la collectivité territoriale, le département, la commune, mais également la vie associative et aussi la vie citoyenne. Donc, on est vraiment à un outil qui, pour vous, catalyseur, peut vous permettre justement de vous porter en chef d'orchestre de toutes ces forces en mettant un outil qui fait la jonction entre toutes ces parties prenantes de la vie territoriale. Cet outil, c'est jeveuxaider.gouv.fr et cet outil, c'est en fait une plateforme du bénévolat en France. Pour décrire ce que c'est, nous, on a tendance à dire que c'est un peu le bon coin du bénévolat, finalement, jeveuxaider.gouv.fr. C'est une initiative publique. C'est porté par la réserve civique à la suite de la loi égalité et citoyenneté en 2017. Donc, quand je précise que c'est une initiative publique, c'est un service public numérique qui, du coup, est à la disposition des associations, à la disposition des collectivités territoriales et du citoyen et de manière totalement gratuite, donc financé par les impôts. Nous sommes une équipe de 10-15 personnes auprès de la direction interministérielle du numérique et nous avons mis à disposition cet outil à disposition des collectivités territoriales et des associations. Donc l'idée, c'est que n'importe quelle organisation puisse poster une demande de bénévolat lorsqu'elle recherche des bénévoles. Donc il s'agit bien là de bénévolat. Et lorsqu'une commune a besoin de bénévoles, lorsqu'une organisation publique a besoin de bénévoles, lorsqu'une association a besoin de bénévoles, elle peut poster une mission sur cette plateforme, dont je vous mets le lien dans le chat. Sur cette plateforme. Et ensuite, des personnes peuvent tout simplement postuler en voyant l'offre de mission sur la plateforme à tout moment et participer. C'est l'offre qui rencontre la demande. On a plus de 330 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme depuis l'an dernier. Il y a eu une grosse explosion, surtout avec la crise sanitaire. C'est devenu la première plateforme d'Europe en termes de trafic. Il y a plus de 10 000 mises en relation, autour de 10 000 mises en relation qui se sont effectuées. 700 mairies qui se sont inscrites sur la plateforme depuis novembre 2020, donc en à peu près 6 mois. Une centaine ce mois-ci. Donc vraiment, c'est un mouvement qui est de plus en plus croissant. Et donc, en fait, cet outil-là, donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là, alors si vous êtes intéressé par être le relais de cet outil-là, donc de me contacter. Je vous marque également mon adresse mail si ça fait écho, soit parce que vous êtes une collectivité, soit parce que vous savez que ça peut être un outil assez intéressant de collectivité. Nous, on a prévu justement, et je vais vous le mettre en copie, donc je vous ai mis en copie le lien de l'adresse mail et le lien de la plateforme. Nous, en fait, on a à cœur de centraliser tout l'effort justement de déploiement, que ce soit l'effort technique, mais également l'effort de communication. C'est-à-dire que comment se faire le relais d'une plateforme de bénévolat public qui a énormément de trafic et comment la relayer auprès des associations, des collectivités. Nous, on a prévu justement une sorte de tutoriel qui explique étape après étape comment procéder. Étape 0, s'inscrire. Étape 1, communiquer auprès des associations. Étape 2, communiquer auprès des citoyens avec des bannières pour les réseaux sociaux, des tutoriels, des guides de bonne pratique, des tutoriels pour les associations, des tutoriels pour les bénévoles. Je vous mets le lien de ce dont je vous parle ici. C'est un lien qu'on appelle Notion. En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à… Alors, le premier lien, c'est le kit pour les communes. Donc, une commune, en lui donnant ce kit, elle a tout en main pour s'inscrire, poster la mission, n'importe quelle mission. Ça peut être des missions. En ce moment, on fait une campagne qui a beaucoup de succès sur les assesseurs. Dans le cadre des élections départementales et régionales de 2021, il y a beaucoup de communes qui ont beaucoup de difficultés à trouver des assesseurs à cause de la crise sanitaire, un peu de lassitude liée aux élections. Donc, il y a vraiment des très grandes difficultés à trouver ces assesseurs. C'est une fonction bénévole, donc la plateforme est faite pour ça. Donc, il y a tout un kit très facile à prendre en main pour s'inscrire et il y a des modèles de missions pré-remplis, notamment pour les assesseurs. Et donc, à ce moment, il y a une actualité sur les assesseurs. Je vous mets également, mon premier lien, c'est pour les communes et le deuxième lien, c'est la même chose pour les associations. C'est-à-dire que si vous avez une association sur le territoire qui se demande, tiens, comment je peux trouver des bénévoles, vous pouvez la renvoyer vers moi et vous pouvez aussi lui envoyer ce second lien que je vous ai envoyé là. Peut-être qu'il y aura un récapitulatif après où je pourrais vous envoyer tout ça, ces deux liens-là. Mais dans les grandes idées, c'est dans les très grandes lignes ce qu'il est possible de faire par rapport à jeveuxaider.gouv.fr, donc la plateforme
du bénévolat et quel outil ça peut représenter pour un catalyseur. C'est vraiment un outil justement transversal de mise en relation entre toutes ces différentes parties prenantes sur un territoire que sont les collectivités, les mairies, les départements, les associations et le citoyen. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci Valentin. Les liens sont mis dans le chat par Amélie. Il ne faut pas hésiter. Dans les questions, pardon. Du coup, on continue avec Paris Initiative Entreprise et Fanny Massy, qui est sa directrice générale, qui va notamment présenter la plateforme Pouce, et elle sera probablement accompagnée par Paul-Adrien Tournier, qui est chef de projet. Et vous avez la main sur le PowerPoint, n'hésitez pas. Amélie Fanny, pardon. Alors, on a perdu Fanny, j'ai l'impression. Tout le monde a des petits soucis de connexion, il me semble, aujourd'hui. Hein. Donc, on attend peut-être quelques secondes avant que Fanny ou Paul-Adrien arrivent. Sinon, on laissera la parole à Sylvain et on reprendra. Voilà, on va peut-être, Sylvain, je te donne la parole en attendant que Paris Initiative Entreprise vienne présenter la plateforme Pouce. Et puis, voilà, c'est à toi. Donc, Sylvain Baudet, Territoire Conseil. De la direction du réseau département appui au territoire de la Banque des territoires, qui va nous présenter l'offre de la Banque des territoires pour appuyer des démarches d'entrepreneuriat de territoire. Sylvain, c'est à toi et tu as la main pour déplacer le PowerPoint. Ah, d'accord. Le curseur, où est-ce qu'il se situe? Ah oui, pardon. Oui, voilà, c'est bon. Très bien. Merci et bonjour à tous. Effectivement. Alors, moi, je représente évidemment la Banque des territoires, hein, qui regroupe l'ensemble des services, des offres à destination des collectivités territoriales et plus largement des territoires. Alors, j'ai un écho en retour, voilà, ça va mieux. Et je suis plus spécifiquement dans un service qui s'appelle Territoire Conseil, qui est un service d'appui amont qui s'adresse aux collectivités territoriales plutôt du milieu rural, en tout cas pour des collectivités qui sont en manque d'ingénierie ou qui ont des besoins d'accompagnement spécifique et notamment en matière de méthodologique pour amorcer des projets dans le cadre des démarches de développement ou pour structurer des projets à caractère plus opérationnel également. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la Banque des territoires soit un catalyseur territorial. En revanche, on s'est aperçu, comme d'autres, qu'il y avait des initiatives qui émergeaient très fortement au sein des territoires, qui ne relevaient pas que de l'action des collectivités territoriales en propre, des démarches multi-acteurs, hybrides, souvent proposant des réponses à des besoins locaux que justement ni les acteurs économiques classiques, ni les collectivités locales et l'action publique en général n'étaient en capacité de pouvoir mettre en œuvre, en tout cas seuls. On parle bien d'un mouvement entrepreneurial qui réinvente de nouvelles manières d'entreprendre, plus collectives, dans le but de générer donc, des réponses en faveur d'un développement économique qui soit plus ancré, plus durable, plus inclusif, hein, donc des démarches collectives parce que justement nécessité de fédérer des acteurs multiples pour pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en œuvre les projets répondant aux besoins locaux insatisfaits. Tout ceci dans un contexte de pression forte sur les ressources financières des collectivités locales, hein, qui n'ont plus nécessairement les moyens d'agir dans tous les domaines, mais aussi plus profondément une aspiration sociétale aussi à engager des modes de production, de consommation plus durables et d'engager donc le développement sur la transformation des modèles économique et de transition écologique. Une redécouverte, un mouvement qui repose aussi sur une redécouverte des ressorts endogènes du développement local, hein, la ressource locale comme facteur de développement local, qu'il s'agisse de ressources matérielles ou immatérielles, des savoir-faire locaux, des ressources physiques, hein, le bois, l'eau, l'air, etc., qui deviennent des ressorts, l'identité également, qui peuvent devenir des ressorts de développement local. Un mouvement qui repose donc sur un engagement citoyen fort et qui propose finalement, qui se structure, qui s'organise pour une réappropriation finalement des solutions économiques qui soient porteuses de sens et d'intérêt général.
Alors, on retrouve les invariants par-delà le foisonnement des initiatives, de la diversité, de la créativité, de l'innovation dont peuvent faire preuve ce type d'initiatives collectives. On voit bien un certain nombre d'invariants. C'est d'abord un modèle d'entrepreneuriat fondé sur donc, la valorisation durable des ressources endogènes des territoires, hein, comme je le disais, des ressources naturelles, paysagères, des ressources immatérielles. La notion de coopération, hein, qui était d'ailleurs exprimée dans le cadre du témoignage de Vilo Carré tout à l'heure, la coopération territoriale, l'innovation sous toutes ses formes, qui est un ferment et un moteur de développement dans le cadre de ces démarches qui sont mises en place. Des formes de gouvernance également plus démocratiques, multi-acteurs, multi-parties prenantes, l'archétype étant la société coopérative d'intérêt collectif, que l'on voit très fortement aussi émerger, se développer, se multiplier sur les territoires. Et puis la notion d'ancrage local, à la fois de la valeur, mais aussi cette volonté de réinvestir les ressources, les bénéfices dégagés par les activités créées, les réinvestir dans l'économie locale au service de la réponse aux besoins locaux. Alors, est-ce que de quoi on parle finalement? Est-ce que c'est quelque chose de complètement en marge? Est-ce que c'est une vraie solution? Nous, on est convaincus que on est sur des solutions qui ne sont pas en marge, justement. C'est pas un palliatif, c'est pas un substitutif à l'action publique, mais bien une voie nouvelle, une voie complémentaire à l'action des collectivités locales, à l'action des porteurs de projets individuels. Et c'est certainement également une réponse adaptée pour les territoires ruraux. Je suis désolé, il y a la perceuse des voisins du dessous qui sévit en ce moment. J'espère que ça ne trouble pas trop l'échange. Et puis c'est la notion aussi donc qui en découle, la notion d'émergence, parce que ces projets, il faut les faire émerger, les révéler d'abord collectivement et en faire des ressources et arriver à structurer un collectif autour de ces ressources pour porter des solutions à caractère économique. Et c'est la notion de générateur d'activité qui est au cœur de ces rencontres que vous organisez. Alors nous, là-dessus, pour aller très vite, hein, notre offre, c'est à la fois des journées, des journées d'échange, des journées thématiques sur cette notion d'entrepreneuriat de territoire, que l'on aborde de manière progressive et en fonction du niveau de maturité des réflexions qui sont conduites localement. Donc, on organise des cycles de rencontres autour de ces questions-là. On met en place également des appuis terrain qui permettent justement de faciliter la structuration collective de cet entrepreneuriat de territoire. Et je pourrais l'illustrer tout à l'heure avec quelques exemples. Et puis, des cycles de webconférences également. On en a fait une sur le sujet là, il y a quelques semaines. Et puis également des ressources sous forme de publications, de fiches d'expérience qui sont aussi disponibles et accessibles sur le site de la Banque des territoires. Donc c'est vraiment un sujet que l'on cherche à embrasser pour justement générer des nouvelles réponses en jouant ce rôle finalement de tiers de confiance que l'on reconnaît. À défaut d'être un catalyseur territorial, on est en tout cas reconnu comme étant un tiers de confiance qui peut permettre d'agréger, de jouer ce rôle d'ingénierie du lien entre des collectivités territoriales et d'autres acteurs sur un territoire donné qui souhaitent porter un projet de cette nature. Pour illustrer très très rapidement, on a accompagné par exemple le PNR Périgord-Limousin qui porte un projet de structuration d'un tiers-lieu, d'innovation et d'innovation territoriale, un tiers-lieu centré sur la notion de culture locale et de l'architecture, mais qui souhaite aussi fédérer, et c'est vraiment le socle de ce projet, les acteurs de la filière bois local, l'ensemble de la filière bois local autour du châtaignier, et en faire même un cluster d'innovation à caractère démonstratif, ouvert sur l'extérieur, en capacité aussi à animer des formations, et puis cette fonction de Fab Lab également
pour innover, pour identifier des nouveaux débouchés, innover des nouveaux savoir-faire. C'est cette notion aussi de valorisation des productions locales qui va faire de ce lieu un lieu au service de la valorisation de la gastronomie locale, avec l'accueil d'un collectif qui va mettre en place un outil de transformation de produits alimentaires qui pourra également trouver un lieu vitrine au sein de cet espace. On est donc bien là sur une démarche impulsée par un acteur public, en l'occurrence le PNR, qui est propriétaire des lieux, mais avec cette volonté, pour pouvoir le mettre en œuvre, d'y associer les acteurs économiques et d'envisager un portage collectif pour mettre en place ce projet et le faire vivre dans le temps. Donc un vrai projet de territoire. Merci Sylvain. En fait, je te coupe parce que tu avais quasiment terminé. Mais il nous reste que quelques minutes pour que Paris Initiative Entreprise puisse présenter rapidement la plateforme. Et je vais donc très vite en arrière pour présenter, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de connexion encore cette fois-ci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là c'est parfait. Là c'est parfait, super. Ouais, donc je reviens en arrière rapidement. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez-y Fanny, c'est à vous. Ok, super. Du coup, je pense que ce sera plus simple. Je vais faire la présentation, je pense, en entier, sauf s'il y a des questions particulières. Donc, pouce.fr, POU2SES, vous voyez là, c'est une plateforme qui est née d'une rencontre entre un serial entrepreneur, une structure d'accompagnement, donc par initiative entreprise dont je suis la directrice, mais aussi une collectivité, donc la ville de Paris. Et c'est né d'un constat qui est assez partagé, que l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant, et plus particulièrement que l'écosystème d'accompagnement et de financement des entrepreneurs, en général, il est opaque, souvent à la création, mais aussi à différents moments. Il y a des vrais problèmes de non-recours à tout l'écosystème d'aide et de solutions sur le territoire qui existent. Et d'une manière générale, ce n'est pas évident de contacter le bon interlocuteur au bon moment. Pour affiner ce constat-là, on s'est entouré de 40 acteurs publics et parapublics. On a affiné ce constat-là, on a mis à plat les problématiques, les enjeux, les pratiques d'accueil et les irritants à ce sujet-là. De là est née une première version de Pouce, et ensuite il y a eu tout un travail de co-construction avec les entrepreneurs du territoire pour amener à la plateforme actuelle. Et donc aujourd'hui, Pouce est un guichet unique d'orientation et de recommandations très qualifiées pour les entrepreneurs. Donc très concrètement, par rapport à d'autres plateformes, il y a un peu 4 grandes caractéristiques de cette plateforme. Elle est engagée, donc elle ne s'adresse pas que à l'ESS ou que aux entrepreneurs engagés, mais elle a été pensée pour eux. Elle a été faite aussi grâce à beaucoup de mécénat de compétences. Elle est bottom-up, elle n'a pas été pensée du haut pour le bas, mais elle a été co-construite avec les acteurs du territoire. Ce n'est pas un annuaire comme il y en a beaucoup avec des copier-coller des sites internet des uns et des autres. Elle est intelligente avec des modules de matching et de l'intelligence artificielle pour faire une recommandation très précise aux entrepreneurs et aux porteurs de projets par rapport à leurs besoins et leurs pratiques. Et elle est collaborative, c'est un espace aussi où les gens peuvent discuter, échanger et où peuvent se créer des réseaux et des collaborations. Très concrètement, aujourd'hui, sur cette plateforme, on a fait une expérimentation sur 2 ans à Paris, et il y a eu donc 170 structures d'accompagnement qui ont créé leur compte, qui ont référencé de manière très précise 234 solutions sur le territoire, et il y a à peu près, sans aucun budget de communication, 71 000 utilisateurs qui se sont connectés pour essayer de trouver une réponse très précise à un de leurs besoins. Je vais aller directement aux quelques captures d'écran pour que ce soit plus parlant, parce que je vais avoir ici. Voilà. Donc ça, c'est un peu la page d'accueil de la plateforme. Et donc, je vous parle un peu des différentes fonctionnalités. L'outil principal, c'est un espace de recherche qui est le formulaire, le Fluo. L'entrepreneur peut renseigner son projet à droite, ses besoins à gauche, et en fait, le logiciel de matching tourne et l'entrepreneur voit apparaître les solutions d'accompagnement de financement qui sont les plus adaptées à son projet, mais aussi, il y a différents types de résultats. Il va y avoir les parcours des entrepreneurs similaires, des ressources documentaires qui dorment sur les sites qui vont lui être poussés au bon moment dans son parcours.
mais aussi des événements qui peuvent l'intéresser à un instant T, des appels à projets, avec l'idée qu'il puisse recevoir une notification quand il y a quelque chose qui correspond pile poil à son profil et à son projet. Ensuite, l'autre grande fonctionnalité, c'est une prise de contact rapide, simplifiée. Quand un porteur de projet ou un entrepreneur est éligible, il le voit, il peut voir à droite ce qui lui manque pour être éligible, et s'il est éligible, il y a un bouton contacter. Donc pour le porteur de projet, ça lui permet d'être sûr d'avoir le bon interlocuteur et de ne pas avoir à remplir plein de formulaires de contact différents. Et pour les structures accompagnatrices, c'est l'assurance que c'est quelqu'un de qualifié pour cette offre qui les contacte. Donc voilà, et après, sur Pouce, vous pourrez trouver aussi, vous pouvez peut-être l'apercevoir là, des fiches de conseils didactiques. Il y a tout l'espace de communauté dont j'ai parlé qui permet des échanges et qui permet aussi de partager des pratiques à impact pour essayer d'accompagner à le partage et de la démultiplication d'engagement RSE et des bonnes pratiques au sein des assos ou au sein des entreprises. D'un point de vue d'une collectivité, pour mettre sur l'idée, si on a envie de, voilà, aujourd'hui c'est une plateforme qui peut être, dont peut s'emparer une collectivité ou un catalyseur territorial sur son territoire. Pour une collectivité, ça permet de renforcer le maillage territorial, d'identifier des logiques de parcours qui fonctionnent bien. Ça permet aussi d'avoir une communication très ciblée à, je sais pas, aux entrepreneurs en QPV dans le circuit court et qui sont des femmes. Ça permet aussi d'avoir enfin de la donnée sur tout ce qui se passe sur son territoire en termes de parcours de ces entrepreneurs et des associations qui font la richesse du territoire. Et il y a aussi la possibilité de connecter cet outil-là à d'autres outils informatiques, à d'autres sites, à d'autres ressources existantes. Très concrètement, pour une collectivité, ça veut dire se créer son espace aussi sur Pouce avec son univers et encourager, grâce à un catalyseur territorial peut-être, un peu de l'écosystème à référencer son offre de manière très précise sur son territoire. La collectivité elle-même peut mettre en avant ses appels à projets, ses dispositifs. Et ensuite, comme ça permet aux porteurs de projets, aux entrepreneurs du territoire de trouver tout ce qui est à leur disposition. Et pour la collectivité, c'est aussi permettre de suivre les données, les datas de tout ce qui se passe sur son territoire. Et donc, ainsi, c'est aussi un outil de valorisation de la politique publique. Ça permet de mieux les orienter. Et puis, pour des acteurs comme le Rameau, ça permet aussi d'identifier des silos. Je ne sais pas d'où, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais peut-être, de toute façon, il me reste une minute. Donc, je vous donne un dernier aperçu de ce à quoi peut ressembler une fiche de présentation d'une collectivité, de ses dispositifs, de ses partenaires, un dispositif sur Pouce. Et puis là, typiquement des graphiques qu'on peut voir et suivre. Et donc, voilà, je m'arrête. Je m'arrête là. Peut-être mettre dans le fil des questions l'adresse Internet de Pouce pour que tout le monde puisse voir, un peu expérimenter tout ce que vous proposez dans la plateforme, sachant pour tout le monde que tout le support qui a été présenté aujourd'hui avec les slides, évidemment, sera disponible dès demain sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Alors, comme on est très en retard, 7 minutes, on en est bien désolé, mais du coup, pas grand-chose à dire, si ce n'est de rappeler que le 31 août, nous avons notre prochain webinaire sur les modèles socio-économiques des catalyseurs territoriaux, donc mêmes horaires, 13h, 14h. Et puis, comme on l'avait déjà dit, comme la dernière fois, la 7e rencontre des pionniers aura lieu le 12 juillet prochain. Ça sera toute la journée avec une matinée de témoignages et une après-midi d'atelier. Et le thème de l'année, ce sera l'économie de l'alliance. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Merci à tous nos intervenants. Malgré les quelques difficultés techniques, on a pu tous vous entendre. Tous vos résultats, toutes vos slides seront disponibles. Et puis encore merci. Puis à la prochaine, le 31 août et sinon le 12 juillet prochain, en vrai, j'espère, pour cette 7e rencontre. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.